Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Roselyne Bachelot. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors votre vie, votre parcours fait de vous une figure de la politique et quelque part une actrice de la Ve République, une enfant de la République. Vous baignez dans la politique depuis votre enfance. Votre père a été député de 1968 à 1988, année où vous lui avez succédé comme député du Maine-et-Loire. Votre actualité, Roselyne Bachelot, c'est ce livre, 682 jours, que vous venez de publier chez Plomb, le récit de vos 682 jours passés à la tête du ministère de la Culture. Quand Jean Castex vous propose ce poste de ministre de la Culture, c'est, écrivez-vous, l'aboutissement d'un rêve de 40 ans. La culture, c'est essentiel. Roselyne La Bachelot. culture, évidemment, est essentielle, mais je pense que je n'aurais pas accepté si le poste m'avait été proposé en temps normal. C'est aussi le côté catastrophe que traversait la culture qui m'a poussé à accepter le poste, à renoncer à des choses auxquelles je tenais, à quitter ma famille. Vous parlez justement du coup de fil à votre fils. Hein. Oui. Hein Quand je téléphone à mon fils qui me demande alors, maman, tu prépares tes vacances, on est au mois de juillet, et quand je lui dis... Les plans ont changé, pour vous dire. Voilà, les plans ont un peu changé, j'entends au téléphone son hurlement, non, parce que il connaît évidemment très bien les sacrifices que ça représente. Vous savez, les gens quelquefois disent « Ah, on vous sert la soupe ». J'ai souvent envie de dire c'est une soupe à la grimace. Une soupe amère, des fois. Hein. C'est une soupe très amère, oui. Hein. Alors, on va parler un peu de vous avant de revenir sur votre livre. Votre enfance vous prédestinez, je crois sans doute, à cette attirance pour la culture. Vous débutez le piano dès l'âge de 3 ans et demi. Voilà. Vous ferez jusqu'à 3 à 4 heures de musique par jour. Et vous avez aussi vous avez eu à ce moment-là une passion pour le chant. Ça a marqué le reste de votre vie. Oui, la musique habitait mes jours. J'avais la chance d'avoir été élevé en pension. Donc, mes parents auraient sans doute pas supporté que je tape 3 ou 4 heures par jour sur un piano. Dans une pension catholique. Et donc, vous avez dit d'ailleurs à un moment qu'il y avait une histoire... La mère supérieure était tombée amoureuse de moi. Vous, hein. Elle m'écrivait des mots d'amour en me posant une rose dessus. Voilà. Et elle vous avait donné un surnom, c'était quoi? Mon petit masque courageux. Oh, c'est des histoires de gosses. Ouais, mais quand même. Ah, bah maintenant, je sais pas si aujourd'hui la pauvre femme ne serait pas poursuivie. Eût-il fallu que je la dénonce, ce que je ne me serais pas risqué à faire. Alors, et vous avez confié aussi à Ouest France, c'était en 2010, avoir été un esprit indiscipliné, rebelle et contestataire, meneuse et toujours prompte à faire un mauvais coup. Est-ce que ça vous a servi dans la vie? Est-ce que ça vous a servi en politique? Est-ce que ça vous a servi au ministère de la Culture? J'avais été effectivement renvoyé pour esprit voltairien, et je pense que l'indépendance dans la culture, le goût de ce qui est disruptif est absolument indispensable. Oui, ça m'a toujours servi. Ouais. Ça m'a servi aussi dans mes engagements sociétaux. Je me suis jamais tenu comme ligoté par des consignes politiques, et ça, c'est très important. Et vous êtes aussi une scientifique, hein, pharmacienne, ou voilà. Pharmacien. Un docteur en pharmacie. Voilà, très bien. Ça vous a servi en politique, et notamment au ministère de la Culture, toujours, d'être une scientifique? Oui, le scientifique, je suis à la fois une littéraire et une scientifique. Maintenant, on veut mettre les gens dans un couloir et ils ne doivent courir que dans ce couloir. Et l'idée de l'honnête homme, finalement, du XVIIIe siècle, qui touchait à tout, qui pouvait être poète et physicien, finalement, ça vous donne à la fois une rigueur et je pense une poésie dans l'action politique. Alors, vous êtes aussi une passionnée d'opéra, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la politique et l'opéra ? La politique et l'opéra se ressemblent d'abord parce que les opéras, pratiquement, parlent toujours de politique, parlent toujours de pouvoir, d'enjeux de pouvoir. Un de mes opéras préférés, c'est le Don Carlos de Verdi. Vraiment, c'est un enjeu de pouvoir. Les opéras de Wagner. De pouvoir et d'amour. Et de pouvoir et d'amour, parce que ça se mélange. Et puis, c'est quelque chose où on se met en scène de façon majestueuse. Et l'opéra, c'est vraiment la majesté de la mise en scène. Et puis, la vibration intime. Je dis souvent à certains amis qui ont un peu peur d'aller dans une salle d'opéra ou dans un festival et qui écoutent l'opéra sur un CD. Je dis,
cette vibration intime de la musique, vous ne pouvez la ressentir que charnellement. Et d'une certaine façon, la politique, ça se vit aussi dans un grand meeting. Charnellement aussi. Hein. Et d'ailleurs, vous écrivez dans ce livre que avant d'être ministre de la Culture, vous sortiez quasiment tous les soirs, Oui. notamment à l'Opéra. Et à partir du moment où vous êtes arrivé au ministère de la Culture, il y a eu le Covid, les salles de spectacle étaient fermées. Terminé. Hein. Heureusement, ça s'est réouvert, mais après. je continue. Demain, je vais voir la première de L'Amour de Danton à la Comédie Française. Voilà. Et ce soir, la 100e de la pièce de Laurent Ruquier. Extraordinaire. Hein, Laurent Ruquier, dont on reparlera aussi, puisque vous, quelque part, vous travaillez avec lui, vous êtes retourné avec lui. Quelle est la période pendant laquelle vous êtes le plus épanoui, peut-être aussi la plus heureuse? Celle où vous exerciez votre métier de docteur en pharmacie, vos années en politique, et notamment ces 682 jours passés au ministère de la Culture, est-ce que ça a été... Frédéric Aziza, je vis pas la vie comme ça. J'aime à citer cette phrase de ma petite sœur, Fanfan, qui me dit toujours « La vie pour toi est comme une coupe de fruits, tu les croques les uns après les autres, et l'important c'est que le sucre du fruit coule le long de ta bouche. » Donc ça a été du début à la fin. Oui, parce que j'ai un côté... je pense que les gens qui se sacrifient pour les autres le leur font durement payer. Moi, je veux prendre du plaisir à ce que je fais, parce que je pense que le plaisir que j'y prend se transmet. Et qu'est-ce que vous retenez de ces 2 ans passés à la culture? Ces 2 ans passés à la culture m'ont appris que d'abord les Français aimaient la culture et que c'était quand ils en étaient privés qu'ils se rendaient compte quelle chance ils avaient. Je discutais avec le monsieur qui me coupe les cheveux et qui me disait... Votre coiffeur. Vos coiffeurs. Et Formidable, alors Pascal. Et il me disait, oh, c'est terrible, ces salles de théâtre fermées. Et je lui dis, Pascal, vous aimez, vous allez souvent au théâtre? Il dit, j'y vais jamais, mais je veux savoir que les salles sont ouvertes. Ah, ouais. Et je trouve cette phrase assez extraordinaire. C'est vrai que ça a été un drame. Oui, et le sentiment de privation. Mais aussi... Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que le monde de la culture et de la gouvernance de la culture vit sur d'anciens modèles et qui sont des maelstroms qui commencent à s'abattre sur le monde de la culture et on n'est vraiment pas préparé à tout On va cela. en parler parce que vous parlez justement de l'héritage de quelque part de 68. La culture d'hier, c'est plus la culture d'aujourd'hui. Et vous dites pourtant aussi que la culture, tout le monde s'en fout et qu'Emmanuel Macron n'était pas forcément motivé par la culture. C'est-à-dire que il y a 2 façons de considérer. Et vous dites peut-être, je crois, par modestie ou par volonté oui, il y a 2 façons de considérer la culture. Il y a une façon qui est de dire la culture, ça relève du privé. Et il n'y a pas à avoir de politique culturelle. On se doit d'être dans une politique de l'offre. On finance des théâtres, on finance du cinéma, Dieu sait si on le fait en France, on restaure le patrimoine, mais quelque part, c'est une démarche privée. Et puis, il y a la notion de politique culturelle, et c'est un débat qui mérite d'être approfondi. Et c'est vrai que Emmanuel Macron n'était pas forcément motivé par la culture. Si, c'est un homme de culture. Il ne voulait pas le montrer. Mais finalement, moi, ce qui me frappe, c'est que quand on est au Conseil européen, qu'on rencontre les ministres, il y a peu d'hommes de culture. La France a des hommes politiques qui se piquent de culture. Jacques Chirac s'en cachait, mais évidemment c'était un spécialiste incroyable, on le sait, des arts premiers et des arts extrêmes orientaux. Nicolas Sarkozy, je me souviendrai toujours d'une anecdote, il avait L'étranger, on part en déplacement, L'étranger de Camus, je lui dis, tu lis L'étranger, et il me récite par cœur les 3 premières pages de L'étranger. Je suis resté complètement estomaqué. Mais parce que vous avez été ministre de Chirac, ministre de Sarkozy et Macron, c'est un homme d'une culture absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, vous parlez de Bruxelles, de la Commission européenne, de cette réunion auquel vous avez participé, et vos collègues vous disaient, il n'y a qu'en France où on change de ministre tous les ans. Oui. Hein, ça, c'est mon premier conseil européen. J'étais ministre de l'écologie et j'arrive présidence espagnole. Le ministre de l'écologie était mallorquin. Il nous avait donc invités chez lui. Et la ministre belge flamande se plante devant moi et me dit « Oh,
bonjour, je me donne pas la peine d'apprendre votre nom, l'année prochaine vous serez plus là. On fait rigoler tout le monde. Il y en a qui est là depuis 5 ans, c'est Bruno Le Maire. Hein. Ah oui, oui, il entame sa 6e année. Voilà. Alors, culture et religion aussi. Vous écrivez à propos des églises qu'il faudra beaucoup de courage à vos successeurs pour dire non au sauvetage inconsidéré, ce sont vos termes, hein, d'une église sans intérêt patrimonial, mais à charge émotionnelle et emblématique forte. Est-ce que vous attendiez à être l'objet des attaques de l'extrême droite et même de Laurent Wauquiez à ce sujet? Oui, mais ça n'a pas été compris ce que j'ai dit. Allez-y. Ce que je dis, c'est que je fixe les enjeux financiers de tout ça. Ouais. C'est que nous avons 42 000 églises paroissiales, mais nous avons aussi dans les bâtiments cultuels des synagogues, des temples, des mosquées, des petites chapelles, des couvents, des oratoires, etc. Il y a un patrimoine religieux dans notre pays considérable. Il est très menacé. Très très menacé. On estime qu'il y a environ 10 000 églises, ce qu'on appelle des églises paroissiales, qui sont menacées. Actuellement, les maquettes budgétaires, qu'elles soient pilotées par l'État ou par les collectivités territoriales, ou même par des opérations de mécénat, mettons de côté l'émotion évidemment de Notre-Dame de Paris, ne sont absolument pas à la mesure des enjeux. Donc soit, c'est ce que je dis dans mon livre... Vous chiffrez d'ailleurs dans le livre, je me souviens plus du chiffre, mais vous le chiffrez. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Soit on reste dans la maquette budgétaire, par exemple, de l'État, qui est à 4 milliards d'euros sur la mission culture, et là, effectivement, il faudra faire des choix, étant donné aussi, par exemple, l'état de nos cathédrales. Mais si on décide de faire un effort, l'effort, il doit être porté par l'État, par les collectivités territoriales et par le mécénat. Voilà. Sinon, on ne peut pas y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas, vous savez. Et puis sinon, on fait ce choix et on supprime d'autres possibilités. Pour voilà. Et donc, c'est ça, je fixe les enjeux. Moi, je le dis avec beaucoup d'amitié à Laurent Wauquiez. Voilà, il sera en demande d'un petit village qui dira, écoutez, notre église, il y a 3 millions de travaux à faire dedans. 1 million de travaux sur 10 000 églises, c'est 10 milliards. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, on poursuit sur votre livre, avec votre livre, Roselyne Bachelot, dans lequel vous dénoncez notamment le bal des hypocrites et vous y égratignez un certain nombre d'artistes et leur double langage qui, selon vous, ont joué les victimes sacrifiées alors que l'argent public coulait à flot pendant la crise du Covid. Je vous cite, quand je passais les saluer dans leur loge, les témoignages de gratitude étaient constants. En revanche, à la télé et à la radio, la hargne et la victimisation se déployaient. Vous en avez souffert de ça? Oui, je l'ai ressenti comme une injustice, parce que je me battais pour maintenir les choses à flot, et je dois dire que nous y sommes arrivés. Personne, maintenant les comptes ont été faits, aucun pays n'a fait ce qu'a fait la France. Mais en même temps, j'ai compris, parce que je suis très partagé, je vais au milieu d'artistes, et je sais à quel point un chanteur d'opéra qui n'est pas sur scène, un acteur... Il est en souffrance, hein. Il est en souffrance. Et ça, je l'ai compris, je l'ai accepté. Ouais. Et moi aussi, j'ai souffert. Et j'étais absolument malheureuse avec eux. Et puis, il y a des gens qui ont spécialement souffert. Ce sont les jeunes artistes qui ne sont pas rentrés dans le circuit, qui ont peut-être raté leur chance. Les plus âgés, à qui il manquera éternellement les 2 ou 3 années de fin de carrière, et puis toute une série de gens qui sont en économie grise. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Il y a des artistes qui quelquefois se font payer, qui jouent de la guitare dans un restaurant, qui se font payer par un repas chaud ou en faisant tourner le chapeau. Les guides conférenciers qui sont payés au pourboire. Enfin, tout ça, c'était beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, et vous citez quelques noms. Hein. Benjamin Biolay, on a vu ce que vous avez écrit, sa réponse, Clara Luciani, ainsi de suite. Oui, et surtout, c'est des artistes. Ouais. Ce sont des artistes que j'adore, que j'aime, et dont j'aime ce qu'ils font, aussi bien au cinéma, au théâtre, la chanson. Mais ce ne sont pas des artistes. Surtout qu'il faut savoir que la musique enregistrée n'a jamais aussi bien marché que pendant c'est normal. que pendant la crise. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai trouvé que je demandais pas qu'on me dise merci et qu'on me tresse des couronnes, mais c'était peut-être pas la peine de dire des choses dures. Dures, parce que Clara Luciani, par exemple, ce qu'elle vous a lancé, elle vous a interpellé avec méchanceté, disons. Vous le dites. Vous passez de bonnes vacances, Madame Bachelot, on est en août 2020, parce que nous, on a mal au bide et au cœur et on attend des réponses qui n'arrivent pas.
Effectivement, ça avait l'air de me présenter comme quelqu'un qui se prélassait sur une plage pendant que les gens souffraient, alors que la souffrance était partagée, que je me battais de jour et de nuit dans des journées de 14 ou 16 heures. Mais bon, tout ça, maintenant, écoutez, on est sorti de la crise, espérons qu'on n'y retombe pas, parce qu'on voit bien aussi que ce virus... On revient encore de Chine. J'avais un épidémiologiste qui m'avait dit le virus est facétieux. Espérons qu'il ne nous jouera pas des farces, justement. Facétieux aussi, peut-être la cérémonie des Césars. 12 mars 2021. Un siècle plus tard. Alors certains amis m'ont dit c'est le morceau de bravoure de ton livre. Je ne sais pas, Frédéric, si vous partagez cet avis. On va dire les choses. Il y a quelques lignes. Donc, grande fête du cinéma français, qui est en fait une épreuve pour les ministres de la Culture. Je vous cite. Cela donne toujours à voir le même scénario, des messieurs-dames dans des toilettes à plusieurs milliers d'euros, coiffés, chaussés, bijoutés et maquillés par les meilleurs professionnels de Paris, qui affichent leurs engagements politiques bien pensants et accusatoires, parsèment leurs interventions de bons mots laborieux, concoctés par un gagman épuisé, conchit le ministre recroquevillé sur son fauteuil comme un boxeur sonné au coin du ring, puis se précipite au Fouquet's, dont on connaît les tarifs de restaurants ouvriers. Vous irez à la prochaine cérémonie des Césars parce que vous allez être invité. Non, je pense pas. Écoutez, c'est au ministre en place d'être là en majesté. Chacun son tour. Vous savez, moi, je veux pas jouer. Vous pouvez jouer les Jacques Lang. Je vous laisse le dire, mais je veux pas jouer les ministres bis. Voilà, quand je sors dans des cérémonies. Justement, je ne sors pas dans des cérémonies. Je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais au spectacle. J'y vais toute seule et voilà, c'est très bien. J'ai pas envie d'aller dans des cérémonies officielles, jouer les sous-ministres. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé des Césars ? Quand vous étiez dans cette salle, vous avez entendu... J'étais extrêmement partagé, parce que j'ai beaucoup ri. Je dois dire, parce que c'est un vrai scénario. Vous connaissez le film des Marx Brothers, Une nuit à l'opéra. Je pense qu'un cinéaste peut faire un film comique, mais absolument hilarant. Mais là, c'était pas du tout comique, hein. Non, c'est pas comique. Et puis, pour une autre raison. Il y avait des ratages. Oui, c'est le jour où j'ai attrapé le Covid, donc en plus, c'était pas spécialement drôle. Voilà. Et alors, vous vous souvenez d'ailleurs de ce conseil, c'est lié aussi à la scène au théâtre, de Jacques Chirac, quand il s'est agi d'aller à l'Odéon, à la rencontre de ses occupants, alors que le metteur en scène, Christophe Honoré, vous accuse alors de refuser le contact avec ses occupants par lâcheté. Et Chirac vous dit, vous le rappelez dans ce livre, ma poulette, il vous appelait ma poulette, si tu ne vas pas au-devant des emmerdements, les emmerdements te viendront en pleine poire. Voilà, exactement. Vous l'avez ressenti, ça ? C'était une variante, il disait aussi, les emmerdements, ça vole en escadrille. Mais j'ai toujours fait ça dans ma carrière politique. J'ai toujours été au-devant des gens, des contestataires, parce que j'ai remarqué que je m'en suis toujours tiré finalement mon avantage et que les gens ont apprécié que je discute avec eux, et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'est pas spécialement parfois un moment agréable, mais on arrive à faire baisser la pression. D'ailleurs, c'est pour ça que vous dites que l'implication locale est importante, et vous dites c'est dommage qu'on ait supprimé le cumul des mandats. Et oui, je me suis trompé, Frédéric. Je vois que vous allez m'entendre en confession. Et c'est vrai que j'ai milité pendant des années contre le cumul des mandats, et je me suis trompé. Je me suis rendu compte que on avait des élus qui, évidemment, tout gentiment... Moi, j'étais conseillère municipale, conseillère générale, disait-on à l'époque. Maintenant, on dit départementale. Et j'ai appris les dossiers petit à petit. Je suis arrivé à l'Assemblée et je suis devenu ministre après deux mandats de député. Et je pense que cet ancrage dans le terrain est très important. Et j'ai vu des députés, par exemple, de la nouvelle majorité ou de l'opposition, qui sont vraiment des gens qui viennent de la société civile et qui sont absolument désarmés et sidérés par ce que ça représente, la vie publique, par sa violence, par l'implication personnelle que ça représente. Il n'y a pas 35 heures. Et puis, on va remettre à une manifestation sportive une coupe à 5 heures, un dimanche, le renoncement aux douceurs de la vie. Et c'est ce que vous disiez à votre fils quand vous avez appris que
que vous allez rempiler pour un ministère. Exactement. Hein. Et vous considérez aussi que le monde vous en parliez tout à l'heure, le monde de la culture a changé depuis 68 et avec le temps de ces discussions enflammées. Est-ce que c'est pas quelque part un gâchis ? Moi, ce que j'ai constaté au long de ces 682 jours, c'est que finalement, justement, les débats enflammés sur la culture avaient disparu. J'avais l'impression d'assister à une assemblée générale de copropriétaires, c'est-à-dire la défense d'intérêts catégoriels, qui sont légitimes, hein, loin de moi l'idée... Surtout en période de Covid. Hein. Exactement, et on a tout à fait le droit de dire je rencontre telle difficulté, etc. Attention, hein, il faut aussi pouvoir payer son loyer et pousser son caddie pour les courses. Mais qu'il y avait des grands débats sur les rapports de la culture et de l'État, le rôle de l'artiste, la liberté de création, etc. Et que ces débats intellectuels, qui sont de très grandes... Y compris sur des textes, hein. Oui, et tout ça a disparu, et je le regrette. C'est un problème de génération ou c'est autre chose ? Je suis bien en peine de vous répondre, parce que pourtant les débats intellectuels existent dans d'autres secteurs de la politique. Je crois aussi qu'on a eu peut-être un réflexe d'enfant gâté, parce qu'on a une vraie politique culturelle en France, qui fait d'ailleurs consensus. Il n'y a pas de débat entre la droite et la gauche. On peut, par exemple, le fait que nous gardions la seule industrie cinématographique en Europe grâce aux aides massives de l'État et au Centre national du cinéma et de l'image animée, à droite ou à gauche, personne n'a remis ça en question. Alors, quand vous êtes arrivé dans votre bureau de ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vous vous en souvenez, vous avez pensé à qui ? À André Malraux ou à Jack Lang ? J'ai pensé à André Malraux, oui. Hein. Mais... J'ai pensé aussi à tous les ministres qui s'étaient succédés et donc qui ont chacun apporté quelque chose. Chacun a fait quelque chose. Ce qui caractérise André Malraux et Jack Lang, c'est qu'ils ont été 10 ans au ministère de la Culture. Avec et que finalement, avec de l'argent, dans une autre époque, il y a 40 ans, il y a 60 ans, et que finalement, la durée de vie d'un ministre de la Culture, elle est peut-être moins importante que sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. C'est un petit peu ça le problème. Alors, l'ombre de Jack Lang, en tout cas, est toujours présente d'ailleurs, place de Valois au ministère de la Culture. Vous vous rappelez cette scène où François Hollande et Emmanuel Valls expliquent à leur nouvelle ministre Fleur Pellerin... il y a une scène digne d'Audiard. Dans un film de Geland, hein, dans un documentaire de Geland. Quel ministre de la Culture, c'est d'abord voir Jack et Monique Lang, et c'est ensuite sortir tous les soirs au théâtre et dire aux artistes que c'est bien. Oui. Hein, et puis surtout, ça vous a fait rire ou pleurer, ça ? Cette scène, oui, puis je le vois aussi comme un monument de sexisme. Ouais. Parce que franchement, les deux gars qui se prennent pour des aigles et qui débitent des banalités... qui se prennent pour des aigles et qui débitent des banalités incroyables à cette pauvre Fleur Pellerin en la prenant pour une cruche, je trouvais que c'était vraiment... Ce qu'elle n'est pas. Hein. Ce qu'elle n'est pas du tout. Voilà. Et alors, on poursuit sur Jack Lang. Il y a quelques jours du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand. L'occasion est incontournable pour les journalistes cultureux, écrivez-vous, de faire le bilan de la décennie Jack Lang. J'aime bien Lang, je n'ai qu'un seul problème avec lui, c'est avec l'âge, c'est vous qui l'écrivez. Il est devenu sourd comme un pot et il refuse visiblement de se faire appareiller. Vous m'avez entendu là, hein? Oui, je vous ai entendu. Hein? Non, mais j'essaie de faire des portraits. Des portraits piquants. Alors, vraiment, moi, je salue l'action de Jack Lang. Mais ce que j'ai voulu dire dans son livre, c'est on peut pas le considérer comme un modèle à l'heure actuelle. C'est ça qui pose problème. Et d'ailleurs, voilà, vous parlez notamment, depuis Jack Lang, des années Lang, comme d'un déséquilibre entre Paris et la province, et d'une instrumentalisation politique culturelle qui transforma Valois en ministère de la propagande. Alors ça, c'est un entretien qu'a eu Jacques Toubon avec Maryvonne de Saint-Pulgent, qui est la présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture. Et c'est sorti récemment, ce livre, et c'est l'analyse de Jacques Toubon que je rapporte et que je partage. Et on voit bien qu'il y a des choses qui sont tout à fait formidables, mais elles existent, on les continue, mais que finalement, on n'a pas de recette avec cela pour affronter les mutations, la mutation de l'écologie,
des grands travaux qui sont des passoires thermiques maintenant et qui coûtent des milliards ou des centaines de millions pour être mis au carré, la révolution du numérique, bien sûr, la volonté de partager le pouvoir avec les collectivités territoriales, ce que on dit avec les choses parisiano-centrées, et puis des demandes sociétales qui n'existaient pas. L'égalité entre les hommes et les femmes, ces gens-là, ils nomment que des hommes à la tête des institutions culturelles, par exemple. Alors, portrait étonnant aussi, puisqu'il y a beaucoup de portraits dans ce livre, d'Emmanuel Macron. Vous racontez la première rencontre avec lui, c'était le 5 juillet 2020, et c'est marrant de vous lire. Chemise blanche sans col, vous parlez d'Emmanuel Macron, il paraît encore plus jauneau que sur les photos, avec sa mèche blonde, ses dents du bonheur et son regard bleu glacier. Emmanuel Macron n'a toujours pas l'attitude qu'on attend d'un président. Pendant un instant, je me prends à penser que nous sommes un peuple imprévisible d'avoir élu un homme aussi peu raccord avec l'idée que se font les Français de sa fonction. Et alors, quand je dis ça, je me dis, est-ce que Roselyne Bachelot est en train de dire un peu ce qu'a dit Éric Zemmour? Emmanuel Macron est un adolescent qui n'est pas fini. Ah non, c'est pas du tout un adolescent. Mais c'est aussi une nouvelle race, pardon, le mot peut-être un peu malheureux, d'hommes politiques. Ce que j'ai trouvé assez formidable chez Emmanuel Macron, c'est que finalement, je dis oui, le peuple français voit souvent quelqu'un de majestueux, justement le jupitérien. Et c'est d'ailleurs curieux qu'on lui ait accolé ce qualificatif qui ne lui convient en fait pas du tout. Et alors, qui ne lui convient pas du tout, vous racontez toute cette anecdote, il connaît Audiard par cœur. Oui, j'adore cette scène. J'adore cette scène. 20 septembre 2020. Et il convoque les phrases d'Audiard des tontons flingueurs au cours d'un dîner à l'Élysée avec les acteurs culturels. Oui, les cons au Saos tous, c'est même à ça qu'on le reconnaît. La justice est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps. Le doute s'installe. Enfin, bref, dans la ville, il y a 2 expédients à n'utiliser qu'en dernière instance. Le cyanure et la loyauté. Voilà. Oh, celle-là, je l'adore. Voilà. Et ça, c'est Emmanuel Macron qui vous dit ça. Oui, c'était un concours de citations. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire, oui. Vous dites aussi... C'est de la culture, Audiard. Oui, bien sûr que c'est de la culture. Ce qui est très sympathique chez Emmanuel Macron, c'est qu'il donne à ses interlocuteurs un puissant sentiment d'écoute. C'est fin ou c'est profond chez lui? Je crois que c'est vraiment sincère. Il essaie en quelque sorte de s'imprégner de ce qui est votre substance. D'ailleurs, moi je suis extrêmement surprise parce que c'est le 3e président de la République dont je suis la ministre. Avec Chirac, avec Sarkozy, c'est la feuille de route. C'est le premier entretien que vous avez en tant que ministre de l'écologie avec Jacques Chirac, de la santé avec Sarkozy. J'ai tel et tel dossier, je souhaite que tu fasses ça, ça et ça. Et là, il vous dit, je vous donne mon numéro de téléphone. Non, là, il me dit, comment voyez-vous les choses? Il vous interroge. Et j'ai appris, ensuite, en discutant avec ceux et celles qui avaient vécu la même expérience que moi, que c'était sa phrase culte. Comment voyez-vous les choses? Il commence par vous demander ce que vous vivez, ce que vous sentez. Ah non, c'est pas fin. Puis alors d'abord, il vous resserre, quand vous voyez que c'est pas fin, c'est que 2 ans après, il vous resserre ce que vous lui avez dit à ce moment-là. Anecdote aussi croustillante à propos de Brigitte Macron et de sa proposition, en tout cas la proposition qu'elle vous présente, qu'elle me transmet, qu'elle vous transmet concernant la flèche de la flèche de Notre-Dame. Vous racontez qu'elle vous montre un projet avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous êtes dit en... Ce que je me ça a été mal interprété, vous dites. Oui, d'abord c'était mal interprété parce que on a fait le truc que Brigitte Macron avait ce projet-là, elle s'en foutait, c'est pas elle. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens, on a eu sur ces flèches de Notre-Dame et le toit de Notre-Dame, toutes sortes de projets j'allais dire déconnants, mais on dit pas ça. Si, on dit. On peut le dire, merci, les uns que les autres, et certains arrivaient à l'Élysée, et évidemment, Brigitte me les a transmis, mais elle a joué le facteur, elle était absolument pas à défendre. Non, c'était très bien présenté. Brigitte Macron d'ailleurs, qui est l'actualité, elle est pour l'uniforme à l'école et vous? J'ai vécu en uniforme
Mais penser que ça puisse être un facteur d'égalité sociale, je me souviens, il y avait celle qui avait des pulls tricotés par la grand-mère et celle qui avait les petits cachemires de chez Pringle. Ouais. Donc même en uniforme, les discriminations sociales existent. Ouais. Alors, autre portrait que vous faites, global, les Républicains. Vous ne les épargnez pas, les Républicains, votre famille politique, en tout cas de celle dont vous êtes issu. J'ai jamais été adhérente aux vous êtes issu de la famille politique. Issu, voilà. Donc, qui dites-vous ont atteint les sommets de l'odieux, comme le jour où ils ont lancé, vous aimez bien d'ailleurs Olivier Véran, qui décrivait la souffrance des malades. Oh, il va nous faire pleurer, c'était à l'Assemblée. Hein j'ai vu avec désespoir d'abord la perte de substance. Je me rappelais de mon arrivée en 88 à l'Assemblée nationale avec cette table extraordinaire où il y avait Chirac, Balladur, Juppé, Toubon, Pasqua, Séguin, Michel Alliot-Marie, Michel Barzac. Il y avait un espèce de casting absolument incroyable. Et c'est valable dans toutes les familles politiques. Non mais oui, mais moi je le ressens plus parce que c'est comme vous l'avez dit très, très justement, c'est la famille dont je suis issu. Et vraiment, je dis un petit peu méchamment, je le reconnais, on n'était même pas en deuxième division, on était en National 3, quoi, pour avoir une comparaison footballistique. Et ça, moi, ça me fait du mal. Ça et puis surtout, ça me fend le cœur. Et puis surtout, je les ai vus perdre toute substance, c'est-à-dire aller applaudir des propositions, par exemple, de l'extrême gauche, qui étaient orthogonales avec tous leurs engagements, leur philosophie, et puis refuser des politiques qui correspondaient à leur ADN. Et ça, j'ai trouvé ça misérable. Coup de griffe aussi contre votre ami Gérard Larcher. Coup de griffe, je l'adore. Bon, d'accord. Nancy Courrier qui vous reste, dites-vous, écrivez-vous, en travers de la gorge, où il y présente les collectivités locales comme les défenseurs intransigeants du patrimoine contre, dit-il, un État prédateur. Je ne sais pas qui lui avait rédigé cette lettre, ouais. Mais j'avoue que j'étais resté un peu interloqué, puisque tout au long de mes 682 jours à Valois, je me suis très souvent colté avec certains élus locaux qui voulaient faire des crimes contre le patrimoine. Contre le patrimoine. Et puis vous parlez aussi de l'aigreur et le ressentiment accumulé par Gérard Larcher contre Emmanuel Macron. C'est aussi ça. Oui, j'ai trouvé parce que c'est un homme qui est un homme de bon sens. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui sur les questions sociales, les questions de santé. Quand j'étais ministre de la Santé, c'est même à lui que j'avais confié ce travail, cette commission qui s'appelle la commission Larcher, qui est à l'origine de la loi de 2009 sur la santé. Et on peut être opposant. Mais avoir développé cette espèce de haine sourde et méprisante... De Larcher, et quand on est deuxième personnage de l'État, quand même. Oui, c'est cela. Quelque part, c'est choquant. C'était pas lui. Mais aussi, quand on est en perdition, quand on est dans une famille qui est en perdition, peut-être a-t-on des réactions inappropriées. Des réactions inappropriées, je ne sais pas si ce sont des réactions inappropriées ou des actions inappropriées. C'est marrant aussi, ces lignes sur François Hollande. Vous savez que je l'ai dit, donc je le redis ici, si on me propose de partir avec un homme politique en vacances, je pars avec François Hollande. On va lui dire, là, Et alors, vous écrivez ces lignes sur lui. D'ailleurs, vous étiez ami avec Valérie Trierweiler, il me semble. Oui, elle est angevine comme moi. Voilà. Sa sœur était préparatrice dans ma pharmacie. Ah oui. Alors, comment détester un socialiste, écrivez-vous, qui trompe sa campagne officielle en se rendant à 100 mètres de sa résidence chez sa maîtresse en scooter, légalise le mariage pour tous, assure que mener une guerre post-coloniale en Afrique est le plus beau jour de sa vie, imagine une loi travail dont même la droite n'aurait pas rêvé, institue la déchéance de nationalité, met son gouvernement à feu et à sang en expulsant une gamine kosovare, Leonarda, qui va le couvrir de ridicule, couve dans son sein le jeune ministre qui va le détruire et décide finalement de ne pas se représenter. Oui, elles sont magnifiques, ces lignes. Elle le décrit bien. Merci de me le dire. C'est vrai que vous écrivez très bien. D'autres vous l'ont dit, mais c'est vrai. Oui, certains me l'ont dit. Et puis alors, c'est du Bachelot. C'est du Bachelot. Et ça, c'est du Hollande. Il y a certains ministres qui n'écrivent pas leurs livres. Ça, les gens qui me connaissent savent que c'est moi qui écris. Et d'ailleurs, ce livre, vous avez commencé à l'écrire quand vous étiez Alors, je l'ai écrit. Ça n'a pas été toujours très facile parce que c'est une sorte de catharsis. Et il y a des moments qui ont été un peu douloureux. Je l'ai écrit beaucoup pendant les vacances. Je l'ai terminé le 30 septembre et mon éditeur m'a dit il est trop techno. Il était un peu techno, c'est vrai. Il faut mettre des anecdotes. Et il a eu raison. Il a eu raison.
C'est pas une anecdote, c'est l'un des moments les plus importants de ces 690 jours. C'est cette journée du 27 janvier 2022, Oui. votre voyage à Auschwitz avec Jean Castex et avec Élie Buzyn, qui est décédé depuis, Oui. Léon Lefkovitch, vous dites rescapé de l'enfer, Clément Beaune et Emmanuel Vargon, ou encore le grand rabbin Chaim Corsia. Et vous écrivez, et vous étiez venu en parler ici il y a un an, on ne peut retracer l'indicible, le sentiment d'anéantissement, de colère, de désespoir qui vous submerge lors de la déambulation dans le camp. Et vous vous souvenez aussi du discours du Veldiv de Jacques Chirac et de votre grand-mère Corentine, qui a caché des juifs dans son grenier. C'était juste il y a un an, Roselyne Bachelot. Oui, c'est un pèlerinage absolument extraordinaire. Je n'étais jamais allé à Auschwitz. Je crois d'ailleurs que ceux qui s'y rendent doivent le faire à cette période d'hiver pour vivre dans sa chair. Voilà, et quand on imagine que les déportés étaient en pyjama. Exactement. Parce que moi, en plus, j'y suis avec une grosse doudoune, des bottes fourrées, etc. Et c'est quelque chose qui m'interpelle depuis que je suis enfant, parce que j'ai eu... Vous parlez de votre Mademoiselle Daubigny qui vous faisait faire ses devoirs et qui vous montre les images des camps de la mort. Qui me montre les images des camps de la mort. Et tout au long de ma jeunesse, ces morts vivants et ces morts ensuite définitifs, c'est des gens qui m'ont accompagné. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que des hommes qui ont été élevés dans des familles, qui ont développé un certain nombre de principes, qui avaient des principes religieux, des gens de culture, mais pourquoi ont-ils été au bout de l'horreur? Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Et cette interrogation, elle doit nous habiter, elle doit m'habiter de façon continue, et elle doit être une sorte de colonne vertébrale qui vous maintient droit. Je ne renoncerai pas au principe d'humanité. Au principe d'humanité, 15 mars 2021, vous annoncez, c'est une première, ça c'est un grand jour aussi dans votre mandat de ministre de la Culture, que vous allez déclasser le tableau de Gustave Klimt, Rosier sous les arbres, seul tableau de Klimt détenu dans une institution publique française, le musée d'Orsay, donc un tableau spolié. Racontez-nous l'histoire de ce tableau. Alors, effectivement, c'est Nora Stiasny, c'est une juive autrichienne qui s'est fait voler par son bourreau ce tableau qu'elle avait, Rosier sous les arbres, ou qu'on appelle aussi Pommier, c'est son premier titre. Et bien sûr, elle a été assassinée par les nazis. Le tableau a été racheté par le musée d'Orsay de façon tout à fait loyale à un galériste suisse. Très certainement, le spoliateur avait vendu à la Libération ce tableau. Et donc c'est un jour qui vous a marqué. Ce tableau m'a marqué parce que... Un cheminement qui vous a marqué. Le cheminement... Vous parlez de cette photo aussi. Voilà, exactement. Et je suis d'abord resté... J'ai demandé à être en tête à tête pendant une heure avec ce tableau seul et de penser à tout ce qui signifiait. Et pour me remercier, les descendants de Nora Stiasny m'ont envoyé une photo de Nora avec ses neveux et son petit chien au temps du bonheur. C'est avant 1938. Et j'ai mis cette photo dans mes photos de famille parce que... Et c'est émouvant de nous entendre. Et quelque part, c'est devenu ma famille. C'est très émouvant de nous entendre parler de ça. Il y a aussi cette journée du 24 février 2022, il y a un lien avec ce qui précède, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par Poutine pour, clame-t-il, à ce moment-là et depuis, dénazifier le pays. Vous écrivez, les assertions de Poutine sont aussi ridicules que si Joe Biden décidait d'envahir la France pour dénazifier la France, au motif que les Français applaudissaient Pétain et que des policiers français ont pratiqué la rafle du Veldiv. Oui. C'est une belle image. Oui, je pense que c'est quelque chose que je ressens, parce qu'on sait bien que l'antisémitisme en Europe centrale, elle a été un fait social tout à fait évident, et que, je ne vais pas faire des leçons d'histoire autour de Stepan Bandera ou d'autres, et qu'il y avait derrière les nazis aussi... Des Ukrainiens, comme il y avait des policiers français au Veldiv, et en particulier dans le... Enfin, je ne peux pas en parler sans une émotion absolument terrible, mais que dans la Shoah par balle, les nazis ont trouvé en Europe centrale des complices. Des complices. Ou des co-auteurs. Des co-auteurs, des co-criminels. Bien sûr. Des criminels. On passe quelques dizaines d'années, 24 avril 2022, second tour de la présidentielle, vous écrivez que la victoire d'Emmanuel Macron au second tour a un goût amer.
C'est-à-dire que... Et vous expliquez pourquoi, hein, l'abstention bat des records, le Rassemblement national est encore vivant par rapport à 2017, ainsi de suite. Hein. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous poser directement la question. Est-ce que vous sentez, à part fin des années 30, dans la France, celle qui était 2022 et la France 2023 La question, vous me la posez maintenant, j'aurais sans doute pas fait la même réponse à cette période, mais on vient de voir l'assaut à Brasilia des émeutiers bolsonaristes. Et je me dis, bon, on a vu les images au Capitole, on a vu des images, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais des gilets jaunes qui voulaient mettre le président de la République sa tête au bout d'une pique. Et qui voulaient envahir l'Élysée aussi. Et qui voulaient envahir l'Élysée, et qui ont défoncé... le ministère où était Benjamin Griveaux, où était le porte-parole là. Et on a le sentiment que la République, la démocratie est d'une fragilité... Est en danger ? Est en danger. À cause des extrêmes gauche et extrême droite ? À cause des extrêmes. C'est même pas l'extrême gauche ou l'extrême droite. C'est le populisme. De mouvements spontanéistes qui peuvent déraper à tout moment. Alors, donc, 24 avril 2022, quelques semaines passent, et vous conseillez Emmanuel Macron de choisir... Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, vous lui envoyez un message. Oui. Et vous avez dit... Je vous donne mon numéro de téléphone, donc vous avez utilisé ce numéro de téléphone, et là, l'un des derniers messages, donc vous lui conseillez de choisir Elisabeth Borne, et il vous répond. Hein. Vous voyez que je vous écoute. Voilà. Hein, voilà. C'était humoristique. Voilà, bien sûr. Et vous écrivez vous êtes toujours demandé pourquoi Elisabeth Borne tenait tant à dissimuler son humanité. Oui, c'est vrai. Hein, et elle est dure. Elle est rugueuse. Elle est rugueuse, c'est peut-être à cause de son histoire. Peut-être aussi, qu'elle a raconté, et qu'elle a raconté avec beaucoup de pudeur et d'émotion, comme quoi on peut transmettre des choses en restant pudique et en se refusant à tout exhibitionnisme. Vous en pensez quoi d'Elisabeth Borne aujourd'hui et quelque part sa réforme des retraites ? Rapidement. Oh là, c'est une réforme absolument indispensable. Je pense, je ne peux pas là non plus donner des conseils à ma place, je pense qu'il faut qu'elle renonce aux 44 ans, à l'année supplémentaire pour les croisières longues. Il faut vraiment les carrières, les croisières. Pas les croisières. Hein. C'est une croisière aussi, d'une certaine façon, les choses, mais pas une croisière du malheur parfois, pour les carrières longues, parce que là, il y a un sentiment d'injustice qui pollue par ailleurs une réforme qui est de qualité. Une réforme de qualité. Rapidement, Rima Abdul-Malak, ex-conseillère de culture d'Emmanuel Macron, vous a succédé et n'apparaît pas vraiment comme un choix que vous auriez pu faire. Ah non, c'est pas contre mais par la personne. C'est-à-dire que je dis dans le livre que je pense que il faut... Elle incite dans l'opinion publique le sentiment d'un entre-soi technocratique des élites parisiennes. Voilà, c'est ça. Mais c'est une femme de grande qualité, Rima Abdul-Malak, qui est une professionnelle de grande compétence qui connaît admirablement ses dossiers. Et en plus, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Vous avez failli rester. C'est Jean Castex qui a... J'ai failli craquer. Vous avez failli craquer. Mais je me suis reprise. Vous êtes reprise et vous avez préféré retourner faire de la radio avec Laurent Ruquier. Et avec Frédéric Azizat. Quelque part. Et pour conclure, Roselyne Bachelot, vous êtes une passionnée d'opéra. Y a-t-il un opéra qui symbolise l'époque actuelle ? Vous avez sans doute un air en tête qui résume vos 682 jours ou le personnage Emmanuel Macron. Comme vous me demandez Emmanuel Macron, et qu'on dit qu'il est jupitérien, je vais vous dire un petit morceau du Roi 10. Allez-y. Vainement, ma bien-aimée, on croit me désespérer près de ta porte fermée. Toujours je veux demeurer. Les soleils pourront s'éteindre et la nuit succéder au jour. Sans t'accuser et sans me plaindre, je resterai toujours, toujours, toujours. Déclaration d'amour à Emmanuel Macron. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, Roselyne Bachelot, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que votre livre, 682 jours, est publié chez Plomb. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci Frédéric Azizat.